Mon mari a fait glisser les papiers du divorce sur notre table du petit déjeuner à Cedar Lake et a attendu que je m'effondre. Parce que dans sa tête, j'étais une comptable à temps partiel dans un cabinet dentaire qui n'aurait rien à répondre. Il avait déjà préparé 2 valises. Il avait déjà choisi sa phrase. Je ne te punis pas. J'ai juste besoin d'une femme qui contribue vraiment. Il n'avait aucune idée que le passe-temps des bougies dont il se moquait à cette même table était devenu une vraie entreprise, enregistrée sous mon nom de jeune fille, qui dégageait près de 500 000 dollars par an, chaque dollar invisible pour lui, parce qu'il n'avait jamais demandé une seule fois à le voir. Je n'ai rien signé ce matin-là. Je l'ai seulement remercié de m'avoir enfin montré, par écrit, à quel point il s'était toujours peu donné la peine de regarder. Je m'appelle Olivia Holt, j'ai 38 ans, et ce matin-là, à Cedar Lake, a commencé comme tous les autres mardis, jusqu'à ce que Derek pose son café avec trop de précaution et mette la main dans son sac au lieu du placard à céréales. Nous étions mariés depuis 11 ans. Il travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de matériaux de construction, le genre de poste qui vient avec une voiture de fonction et l'habitude d'expliquer les finances des autres pendant les dîners. Je tenais les comptes d'un cabinet dentaire 3 jours par semaine, un travail qu'il avait qualifié plus d'une fois de quelque chose pour t'occuper. Il a posé un mince dossier sur la table, en a aligné les bords comme il alignait tout, et a dit qu'il avait déjà parlé à un avocat. Il l'a dit doucement, comme s'il me rendait service en passant le premier. Je ne cherche pas à être cruel, Olivia, a-t-il dit, mais tu dois admettre que tu n'as jamais vraiment porté ta part de tout ça. J'ai regardé le dossier, puis son visage, calme et légèrement satisfait, le visage d'un homme qui avait déjà calculé ce que je valais et décidé que le chiffre était assez petit pour ne pas s'en inquiéter. Il n'avait pas tort sur le fait que je l'avais laissé le croire pendant des années. Il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait sur tout le reste. Derek n'avait pas toujours eu besoin de faire des calculs sur moi. La 2e année de notre mariage, j'ai commencé à couler des bougies à la main sur le comptoir de la cuisine le week-end. Cire de soja et une boîte à café remplie de mèches. Rien de plus ambitieux au début qu'un cadeau pour ma sœur. Le premier mélange que j'ai vraiment réussi était cèdre et clous de girofle, et il a rempli la cuisine pendant 2 jours entiers. Derek s'est plaint de l'odeur avant même de regarder un seul pot. Un soir, il est rentré, a vu les pots qui refroidissaient alignés sur le comptoir, et il a ri, pas exactement cruellement, juste ce genre de rire qui te dit qu'une chose n'est pas prise au sérieux. Mignon, a-t-il dit, mais ne transformons pas la cuisine en marché artisanal. Je me souviens exactement de la vitesse à laquelle j'ai tout mis dans un carton et l'ai descendu au sous-sol, et je me souviens de ne pas réussir à m'expliquer pourquoi je n'ai pas répondu. Le sous-sol avait une ampoule nue et un sol en béton qui restait froid même en août, et j'ai posé le carton sous cette ampoule comme si je cachais des preuves au lieu de ranger un hobby. Des années plus tard, je mettrai un nom sur la raison pour laquelle j'avais descendu cette boîte sans un mot, l'empreinte précoce que décrit la théorie de l'attachement de John Bowlby. J'avais appris la mienne auprès d'un père qui traitait les opinions de ma mère comme un bruit de fond, et j'avais épousé un homme qui faisait la même chose sans que je repère une seule fois le schéma. Cette nuit-là, au sous-sol, je n'ai pas rangé les bougies parce que j'avais abandonné. J'ai allumé une des bougies au cèdre et au clou de girofle juste là, sur un pot de peinture, seulement pour me prouver que la boîte ne remonterait pas définitivement à l'étage. 2 semaines plus tard, j'ai créé une LLC sous mon nom de jeune fille, Hale, et je n'ai rien dit à personne dans cette maison. Ma colocataire de fac, Karen Voss, était devenue CPA avec une petite liste de clientes qui dirigeaient des choses dont leur mari ne savait rien, et quand je l'ai appelée au sujet de la LLC, elle ne m'a pas posé une seule question sur le pourquoi, seulement sur la structure. Elle a décroché à la 2e sonnerie, encore à son bureau après 19 heures, et sa première vraie question n'a pas été de savoir si j'étais sûre, mais si je voulais que l'entreprise soit imposée en comptabilité de caisse ou d'engagement. Nous avons mis en place le compte bancaire professionnel, les déclarations fiscales, tout sous Hale, envoyé vers une boîte postale que j'avais louée à 20 minutes de Cedar Lake, pour que rien ne passe jamais par notre boîte aux lettres commune. La boîte postale se trouvait dans un centre de courrier d'une galerie commerciale, entre un pressing et un bureau de préparation fiscale, et j'ai payé les frais annuels en espèces pour que même ce reçu ne réapparaisse jamais quelque part où Derek pourrait regarder.
La première commande qui m'a semblé réelle n'était même pas grosse. 40 pots pour une boutique appelée Thistle et Sage à Willow Creek. Mais je me souviens d'être restée assise dans ma voiture sur le parking ensuite et d'avoir pleuré pendant presque 10 minutes. Pas vraiment de soulagement, plutôt à cause de l'étrange expérience d'être bonne dans quelque chose sans que personne ne regarde d'assez près pour le ruiner. La propriétaire, une femme à peu près de l'âge de ma mère, m'avait serré la main en partant et avait dit que le mélange cèdre et clous de girofle lui rappelait l'atelier de son grand-père. Ce que Karen m'apprenait discrètement à travers tout ça, c'était ce qu'Albert Bandura appelait l'auto-efficacité, la manière dont la croyance en toi-même se construit à partir de preuves au lieu de t'être donnée d'avance. Je n'avais pas besoin que Derek croie en moi. J'avais besoin de 40 pots, puis 80, puis d'un acheteur en gros qui rappelle une deuxième fois, et lentement, j'ai cessé d'avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour penser que je pouvais peut-être être vraiment douée pour ça. La 5e année, Hale et Pine avaient complètement dépassé mon sous-sol, avec un petit entrepôt à l'extérieur de Columbus, qui sentait encore vaguement les pièces automobiles du locataire précédent. 2 employés à temps partiel et une discussion de licence en cours avec une chaîne régionale d'articles pour la maison qui aurait laissé Derek bouche bée s'il avait jamais demandé à voir un contrat. Il n'a jamais demandé. Si quelque chose avait changé, son intérêt était parti dans l'autre sens, un petit sourire serré et méprisant dès que je mentionnais une expédition en retard ou un salon professionnel, la même énergie qu'il aurait eue pour le hobby de quelqu'un d'autre, qu'il était trop poli pour qualifier d'ennuyeux à voix haute. Je n'avais pas encore de nom pour ça, ce que John Gottman appellerait plus tard le mépris. Je sentais le verdict chaque fois que Derek changeait de sujet, dès que je commençais à parler du travail. Alors j'ai arrêté d'en parler. Pas exactement par blessure, plutôt par un calcul que je ne m'avouais pas entièrement à l'époque. S'il ne posait pas de vraies questions, je ne lui donnerais pas de vraies réponses. Quand l'accord de licence a été signé, mon revenu net cette année-là avait dépassé 200 000 $, et Derek me présentait encore à la fête de fin d'année de son entreprise comme celle qui fait les comptes pour un dentiste. La femme d'un collègue, qui voulait être gentil, m'a demandé si j'aimais travailler avec des dents toute la journée, et j'ai dit quelque chose sur le fil dentaire sous-estimé, puis j'ai laissé passer, comme j'avais appris à tout laisser passer dans cette soirée. Le changement chez Derek a commencé si petit que j'ai failli le manquer dans le bruit de ma propre saison de lancement. Il s'est mis à rentrer tard pour un gros compte, à prendre des appels sur la terrasse arrière porte fermée, à regarder son téléphone au dîner avec une rapidité qui ne correspondait pas à la façon décontractée dont il le reposait. Certains soirs, je pouvais voir sa silhouette par la fenêtre de la cuisine, faisant les mêmes 6 pieds de terrasse d'avant en arrière, jamais assez près pour que je distingue les mots au-dessus du ventilateur qui tournait dans le garage. Je l'ai remarqué, comme tu remarques que le temps change avant de pouvoir nommer le front qui arrive. Mais j'étais à 3 semaines d'une échéance de gros et je n'avais sincèrement pas la capacité de poursuivre une impression. Ce qui s'ouvrait cet été-là était, selon les termes de Sue Johnson, une blessure d'attachement. Sauf que Derek et moi avions cessé de tendre vraiment la main l'un vers l'autre depuis des années. Donc, quand il a commencé à s'éloigner davantage, aucun de nous ne l'a traité comme une blessure à soigner. Je me suis dit que c'était simplement une période chargée pour nous deux. J'ai continué à préparer des commandes de gros jusqu'à minuit dans le garage, seul, fermant 40 cartons au ruban adhésif, sous une seule lampe d'atelier, pendant que la voix de Derek passait faiblement à travers le mur, basse et plus chaude que je ne l'avais entendue depuis des mois. Avec le recul, je pense que nous avions tous les deux déjà quitté le mariage dans tout ce qui comptait, sauf les papiers, et aucun de nous ne l'avait encore dit à voix haute, pas même une fois. Le parfum sur son col n'était pas subtil, quelque chose de chaud et fleuri que je n'avais jamais possédé, et j'ai presque laissé passer, comme j'avais laissé passer tant de petites choses, jusqu'à ce que 2 soirs plus tard, son téléphone s'allume sur le comptoir avec une invitation de calendrier d'une certaine Brooke, le bloc de réunion lui-même intitulé Q3 Planning Sync, mais l'objet n'était qu'un seul cœur rouge, comme si elle ne s'était pas donné la peine de changer le réglage par défaut. J'ai reconnu le nom, Sutherland, la coordinatrice marketing qu'il avait mentionnée 2 fois en passant, toujours à propos d'une campagne qu'elle avait bien gérée.
Je l'ai regardé rire de quelque chose sur son téléphone avec une douceur que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Et j'ai pensé à ce qu'Esther Perel dit des liaisons, que les gens poursuivent souvent une version perdue d'eux-mêmes plus qu'une nouvelle personne, parce que quoi que Brooke lui donne, ce n'était clairement rien que je lui avais retiré volontairement. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je suis descendue au garage, je me suis assise parmi les bougies en train de durcir. Le lot cèdre et clous de girofle coulaient ce matin-là, encore assez vifs dans l'air pour me piquer les yeux. Et j'ai senti quelque chose se déposer dans ma poitrine, qui n'était pas du chagrin, plutôt une clarté arrivée tôt et décidée à rester. Si Derek avait déjà commencé à construire une vie dont je ne faisais pas partie, j'allais m'assurer de ne pas être prise au dépourvu quand il finirait par le dire. Je n'ai pas dit un mot à Derek au sujet de Brooke pendant presque 2 mois, et je veux être honnête sur la raison, parce que ce n'était pas de la patience et ce n'était pas du pardon. J'ai d'abord appelé Karen, puis un avocat spécialisé dans les divorces nommé Gordon Pruitt, qu'une de ses clientes avait utilisé. Un homme dont le bureau se trouvait au-dessus d'une quincaillerie et qui a écouté toute ma situation pendant 40 minutes, sans prendre une seule note, avant de dire la seule chose que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. Tu n'as pas besoin d'être agressive. Tu dois être rigoureuse. J'ai passé ces 2 mois à rassembler discrètement tous les documents de l'entreprise au même endroit. 3 ans de déclaration fiscale, les papiers de création de la LLC, les relevés bancaires montrant exactement où étaient allés les revenus de Hale et Pine. Derek nous avait déjà placés dans les 3 coins du triangle dramatique de Stephen Karpman. Lui, le pourvoyeur lésé, Brooke, la sauveuse, moi, dans le rôle de la victime impuissante, et je n'avais aucune intention de jouer le rôle qu'il m'avait attribué. Si tu as déjà surpris quelqu'un en pleine trahison et ressenti l'étrange soulagement d'avoir enfin une preuve au lieu d'une simple impression, j'aimerais entendre cette histoire, parce qu'il existe une sorte de calme très particulière qui vient quand tu sais exactement à quoi tu as affaire. Quand Derek a finalement prononcé le mot divorce à voix haute, dans la cuisine, presque répété, j'avais déjà mon propre dossier, et il n'avait aucune idée qu'il existait. Les papiers que Derek avait fait glisser sur la table du petit déjeuner proposaient ce que son avocat appelait une dissolution simplifiée et non contestée. La maison pour lui, un modeste rachat en espèces pour moi de 18 000 $, environ 5 semaines de paye chez Hale et Pine, aucune mention d'actifs professionnels parce que d'après ses papiers, je n'avais rien qui vaille la peine d'être listé. Il avait poussé à la vitesse dès la première conversation, me disant qu'une séparation rapide et propre était mieux pour nous deux, ce que j'ai compris comme mieux pour lui et Brooke, dont j'avais appris depuis qu'elle voulait que le mariage soit planifié avant la fin de l'année. Toute l'approche de Derek envers le divorce avait le sentiment de droit dont parle Lundy Bancroft, généreux en surface, construit dessous sur l'hypothèse que je n'avais aucun levier et que je serais simplement reconnaissante pour ce qu'il déciderait d'offrir. J'ai lu sa proposition 2 fois à la table de la cuisine, la même table, puis j'ai appelé Gordon pour lui dire que je ne signerais rien cette semaine-là, ni peut-être ce mois-là. Derek a envoyé 2 messages, le premier demandant pourquoi je faisais traîner, le second insistant qu'il essayait juste d'être juste envers nous deux. Je n'ai répondu à aucun des deux. Le conseil de Gordon était presque ennuyeux dans sa simplicité, déclarer exactement ce que la loi exigeait, pas une syllabe de plus, et laisser les propres suppositions de Derek faire le travail qu'elles allaient faire, le genre de limite que décrit Harriet Lerner, celle qui te protège sans durcir en mur. J'avais passé 11 ans à donner à Derek accès à mon temps, mon attention, mon travail domestique non payé, sans qu'il m'accorde jamais le même bilan de lui-même, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité à fermer cette porte selon mes propres termes. Quand son avocat a envoyé une demande standard de divulgation financière, Gordon et moi y avons répondu factuellement et au minimum, vrai à chaque ligne, complet dans aucun des sens que Derek aurait voulu. J'ai listé les chèques de paye du cabinet dentaire et le solde de notre compte courant commun, et rien d'autre, parce que rien d'autre n'était légalement à lui de voir à ce stade. Derek a appelé une fois pendant cette période, la voix presque douce, demandant si nous pouvions juste être adultes et éviter les avocats, ce que je reconnais maintenant comme exactement le genre de demande que fait quelqu'un quand il espère garder les termes vagues et en sa faveur.
Je lui ai dit que je me comportais de façon entièrement adulte et que Gordon prendrait contact. Il a raccroché en ayant l'air plus agacé qu'inquiet, ce qui m'a dit qu'il n'avait toujours aucune idée de ce qui arrivait. La confiance de Derek n'a fait que grandir ensuite. Il a commencé à dire à ses collègues, assez fort pour que cela me revienne par un ami commun, qu'il était enfin débarrassé d'un poids mort. Et il a mis Brooke en visibilité très vite, des dîners dans les mêmes restaurants où nous allions, une photo d'eux deux à un gala d'entreprise que quelqu'un m'a transféré sans commentaire. Derek avait la main dans le bas du dos de Brooke, vêtu d'un costume bleu marine que je n'avais jamais vu, et Brooke se tenait à demi tournée vers l'appareil en verre, comme si quelqu'un lui avait dit exactement où se placer. Il a poussé son avocat à réclamer la maison entièrement dans le règlement, en citant son revenu comme principal soutien du foyer depuis plus de 10 ans, une affirmation techniquement vraie sur le papier et presque comiquement fausse en pratique. Derek avait effacé ma contribution à ce mariage, une remarque désinvolte après l'autre, exactement cette lente réécriture de la réalité que Patricia Evans a documentée toute sa carrière, et au moment où la demande de divorce est arrivée, il croyait sincèrement à sa propre histoire, celle où il nous avait portés tous les deux. Je l'ai laissé le croire pendant 3 semaines de négociations supplémentaires. La seule instruction de Gordon pendant cette période était la patience, et pour une fois dans ma vie, la patience ressemblait moins à une retenue qu'à une arme que j'avais enfin le droit d'utiliser. La maison est l'endroit où la version des événements de Derek a finalement percuté la trace écrite. 2 ans plus tôt, nous avions remboursé le prêt immobilier et rénové la cuisine et la terrasse arrière dans la même période de 6 mois. Et Derek avait dit à tous ceux qui demandaient qu'une prime et quelques économies prudentes avaient couvert les frais. La seule facture de l'entrepreneur dépassait 30 000 $ pour les plans de travail et la reconstruction de la terrasse, datée de la même semaine où Derek avait dit à sa mère qu'il avait enfin obtenu la prime qu'il poursuivait. Ce que les dossiers montraient en réalité, parce que Karen et moi avions tenu les comptes de Hale et Pine avec exactement ce type de contrôle en tête, c'était une série de virements du compte professionnel vers notre compte hypothécaire commun, totalisant un peu moins de 90 000 $, entièrement documentés, entièrement traçables, effectués par moi. J'avais absorbé le coût de cette maison pendant 2 ans, pendant que Derek racontait une histoire sur sa propre générosité qui n'était tout simplement pas vraie. Le genre d'endurance silencieuse que décrit le traumatisme de trahison de Jennifer Freyd. Gordon allait s'assurer qu'un juge voit exactement quel argent avait construit la vie avec laquelle Derek essayait de partir. Quand Gordon a soumis les documents financiers dans le cadre de la discovery formelle, j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement. Pas encore du triomphe, seulement la satisfaction tranquille de voir une chose vraie enfin écrite, là où elle ne pouvait plus être balayée. Pendant que le processus de discovery avançait, Brooke était apparemment occupé à planifier une vie qui supposait que le revenu de Derek et une maison payée étaient 2 éléments permanents. L'ami commun qui m'avait transféré la photo du gala a aussi mentionné, presque en passant, que Brooke avait commencé à regarder des lieux pour un mariage au printemps suivant et avait dit à des collègues qu'elle était prête à arrêter de louer. L'ami a dit que Brooke avait déjà choisi une grange rénovée à l'extérieur de Westerville, à compte dû au printemps, et avait commencé à demander aux collègues de Derek quel motif de porcelaine plaisait à sa mère. Derek avait passé tout notre mariage à jouer la compétence et le rôle de pourvoyeur pour un public, exactement l'échange image contre connexion dont parle Brené Brown, d'abord pour ses parents, puis ses collègues, et maintenant, semblait-il, pour Brooke, qui n'avait encore aucune raison d'en douter. Je ne ressentais presque rien envers elle personnellement, pas de vraie colère, surtout une curiosité plate sur ce qu'elle ferait quand la performance ne correspondrait plus au papier. Gordon m'a prévenu que la déposition sur les fonds de la maison était prévue pour le mois suivant et que l'avocat de Derek l'avait demandé précisément pour contester notre réclamation sur les virements de rénovation. J'ai dit à Gordon que j'avais hâte, ce qui m'a surprise moi-même, vu le temps que j'avais passé à éviter toute pièce où Derek pouvait fixer les termes. La déposition a eu lieu dans une salle de conférence du centre-ville de Columbus. Derek en face de moi dans un costume acheté pour ses rendez-vous clients, son avocat à côté de lui ayant l'air beaucoup trop détendu pour ce qui allait arriver. Gordon a repris méthodiquement la question des rénovations, puis a posé sur la table 3 ans de relevés bancaires et de déclarations fiscales de Hale et Pine,
ainsi que les documents de création de la LLC au nom de Hale. L'avocat de Derek a commencé à objecter sur la pertinence, puis s'est arrêté au milieu de sa phrase en lisant réellement la ligne du revenu net sur la déclaration la plus récente. Derek est devenu parfaitement immobile, les jointures blanchies autour du stylo qu'il avait apporté pour prendre des notes, le même stylo qu'il avait probablement utilisé pour signer les papiers du divorce dont il avait été si sûr. J'ai vu le visage de Derek faire le calcul en temps réel, le même calcul qu'il avait fait des années plus tôt, en décidant que je ne valais pas la peine d'être prise au sérieux. Sauf que cette fois, le chiffre sur la page était 480 000 $ de revenus nets l'année précédente. Chaque cent gagné pendant qu'il disait aux gens que je faisais un peu de comptabilité à côté. Personne dans cette salle n'a rien dit pendant presque 10 secondes entières. Le genre de silence que Judith Herman décrit quand une vérité indicible est enfin dite à voix haute. Puis Derek a demandé, doucement, « Depuis combien de temps ?» et je lui ai répondu exactement aussi longtemps qu'il s'en moquait. Derek a essayé de rouvrir les discussions de règlement dans la semaine, soudain intéressé par une médiation, soudain prêt à discuter de la maison plus équitablement, ce que Gordon et moi avons tous deux compris comme le fait qu'il voulait une part d'argent auquel il n'avait aucun droit et dont il n'avait eu aucune connaissance jusqu'à ce qu'une salle de conférence le force au grand jour. Brooke l'a appris à peu près au même moment, pas directement par Derek, mais par le même réseau d'amis communs qui m'avait tenu informée depuis le début, et selon cette amie, elle est restée silencieuse presque une semaine avant de demander à Derek, sèchement, pourquoi il avait laissé les gens croire qu'il était celui qui finançait leur avenir. Assez fort, a dit l'ami, pour que 2 boxes plus loin se taisent pour écouter. Derek avait passé 11 ans certain de sa propre version des événements, avec presque aucune de la conscience de soi que Daniel Goleman place à la base de l'intelligence émotionnelle. Et maintenant, il semblait réellement stupéfait que la femme autour de laquelle il avait prévu un avenir reconsidère le sien. Brooke ne l'a pas quitté franchement, pas encore, mais les photos du gala ont cessé d'apparaître dans mon fil d'amis communs, et les discussions sur le lieu du mariage se sont apparemment tues aussi. Je ne me suis pas sentie triomphante en regardant tout se défaire à distance. J'ai surtout ressenti le soulagement précis de ne plus avoir besoin de l'approbation de l'un ou l'autre, pour quoi que ce soit. Le tribunal a finalisé le règlement 4 mois après ce moment dans la salle de conférence, et les termes reflétaient exactement ce que les preuves soutenaient. Hale et Pine restaient entièrement à moi. La part de valeur de la maison liée au virement de rénovation m'était créditée, et Derek repartait avec une part plus petite que ce que sa proposition initiale m'avait jamais offert. Un fait que son propre avocat avait discrètement cessé de contester une fois les chiffres posés. Derek a emménagé dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de Cedar Lake, travaillant toujours au même poste de vente, d'après tout le monde plus isolé que je ne l'avais jamais vu, les photos de gala et les messages confiants à ses collègues s'étant arrêtés depuis longtemps. Je ne sais pas si Derek choisira un jour autre chose, mais Carl Rogers a construit toute son idée de la croissance sur le fait d'être vu et accepté tel que tu es réellement, et Derek avait passé sa vie à gérer l'image à la place. Je sais que pour la première fois depuis que j'avais rangé ces bougies dans un carton, je n'attendais la permission de personne pour être vue avec exactitude moi-même. Gordon a appelé le jour où les papiers ont été finalisés, juste pour me féliciter, et j'ai conduit directement de son bureau à l'entrepôt, parce qu'une expédition partait cet après-midi-là, 400 unités destinées à un nouveau compte de détail à Cincinnati, qui n'aurait jamais existé si j'avais attendu la permission de qui que ce soit pour le construire. Et pour une fois, rien dans mon mardi ne dépendait de ce que Derek en pensait. 1 an plus tard, Hale et Pine a ouvert sa première boutique indépendante au bord du centre-ville de Cedar Lake, dans un espace devant lequel j'étais passée pendant des années sans jamais imaginer qu'il pouvait être à moi. Karen est venue à l'ouverture. Gordon a envoyé des fleurs. Derek, pour autant que je sache, raconte toujours la même version des événements à toute nouvelle personne dans sa vie, celle où il a porté le mariage et où je n'ai simplement pas su l'apprécier, même si je remarque qu'il ne mentionne plus la rénovation. J'ai beaucoup pensé, depuis cette déposition, à la raison pour laquelle il lui a fallu si longtemps pour voir ce qui était juste devant lui, et je reviens toujours aux recherches de John Gottman sur le mépris, la façon dont il ne fait pas seulement du mal à une relation,
Il aveugle activement la personne qui le porte. Parce qu'une fois que tu as décidé que quelqu'un ne mérite pas d'être pris au sérieux, tu arrêtes de collecter toute preuve qui pourrait démontrer le contraire. Derek n'était pas idiot. Il était certain, et la certitude est sa propre forme d'aveuglement quand elle n'a jamais été testée contre les faits. Je ne crois pas avoir eu besoin de vengeance contre lui, au fond. Je crois que j'avais besoin exactement de ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire la vérité, entièrement documentée, posée sur une table où aucun de nous ne pouvait plus la contester. Si tu as déjà été sous-estimé par quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de vérifier, j'espère que cela t'a donné quelque chose. Et il y en a d'autres si tu veux continuer.